Alors, je vais vous présenter nos trois intervenants. Monseigneur Joseph Doré, qui est à ma gauche. Monseigneur Joseph Doré, en ancien archevêque de Strasbourg, a été archevêque de 1997 à 2006. C'est un théologien, c'est un intellectuel qui est devenu évêque plutôt tard, un peu à sa surprise, et ancien doyen de la faculté de théologie catholique de Paris, donc un parcours assez original par rapport à d'autres évêques. Il est resté très investi dans son diocèse, et qu'il a quitté donc, il y a une douzaine d'années, et très investi, très présent. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs venu de manière très, très simple, puisqu'il a beaucoup d'habitude ici. C'est un auteur de très nombreux ouvrages. Je voudrais citer juste un des derniers ouvrages dont il a assuré la direction, qui est cette très volumineuse encyclopédie de Jésus, qui est apparue l'année dernière chez Albin Michel, un gros succès de librairie. Et par ailleurs, il est directeur de collection. Joseph, vous savez que ça me tient à cœur, une co-direction que nous partageons, la collection à la grâce d'une cathédrale, qui circule d'ailleurs dans toutes vos régions, puisqu'il n'y a quasiment pas une de vos académies qui n'a pas vu apparaître un des ouvrages de cette collection, la grâce d'une cathédrale. On a d'ailleurs obtenu un prix de l'Académie d'Aix il y a 2 ans pour l'ouvrage sur les cathédrales de Provence. Et je voudrais encore une fois, en présence de Joseph Doré, vous remercier les représentants de l'Académie d'Aix. Et Joseph Doré fait partie de l'Académie d'Alsace, membre de son comité d'honneur et régulièrement présent, régulièrement communiquant avec nous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'adresser à vous, aussi comme membre de l'Académie d'Alsace. Présenter le Concordat, j'ai en commun avec vous de n'en être pas familier, puisque je ne l'ai découvert qu'à partir de ma 60e année arrivée. Monsieur le Grand Rabbin, vous avez un grand avantage sur moi, vous l'avez fréquenté en direct pendant 30 ans. Quant à Monsieur le Pasteur Linard, eh bien, il est un Alsacien bon teint et il a par conséquent une connaissance exhaustive de ce qui vaut ici en matière de religion. Alors, il m'a semblé que lorsque vous m'avez fait la proposition de parler du Concordat et de le faire en premier, il m'a semblé que le mieux était de vous dire comment je l'ai découvert et de me mettre ainsi, si j'ose dire, à votre portée, puisque c'est ce à quoi vous êtes vous-même invité, puisque, sauf erreur, la plupart d'entre vous n'en sont justement pas familiers, ce qui était mon cas. Alors, je savais certes, quand j'ai été envoyé en Alsace, qu'il existait en Alsace-Moselle, ce qu'on appelait un concordat, mais je ne savais proprement rien de sa teneur exacte, de ses dispositions concrètes, de son intérêt possible, de son évolution historique, et puis de ses fonctionnements présents. Pratiquement rien. Mais attention, j'étais en cela semblable à beaucoup de Français de l'intérieur, mais comme tout Français normalement constitué, eh bien, ça ne m'empêchait pas pour autant, je le dis parce que c'est la vérité, d'avoir quand même, à propos de ce concordat, une certaine opinion. Et en gros, je pourrais dire que, en matière de rapport entre État et société civile d'une part, et puis culte, religion, église, tout ça au pluriel, d'autre part, je pensais, comme tout Français normalement constitué, encore une fois, que le meilleur régime était évidemment celui dit de la laïcité à la française, qui consistait essentiellement, tout le monde le sait, à marquer une nette séparation entre les deux domaines, l'État, la société civile et politique d'un côté, et puis les religions et les églises de l'autre. Bien entendu, cependant, et toujours comme tout bon Français, je n'avais aucune intention de faire de la misère aux Alsaciens pour autant. Ce que je pouvais savoir de leur dramatique histoire passée et récente me portait à ne vouloir que du bien, et donc je n'avais aucune envie de les ennuyer avec le Concordat. Mais je me disais, et je pense que je n'étais pas le seul parmi les Français de l'intérieur, je me disais à part moi qu'ils finiraient bien un jour ou l'autre par, disons, renoncer d'eux-mêmes à un particularisme qui ne pouvait avec le temps que leur apparaître à eux aussi, disons, un peu décalé, un peu discutable, finalement menacé. C'était d'ailleurs l'opinion, je le dis parce que c'est la vérité, l'opinion globale des évêques français que j'étais venu rejoindre comme confrère.
C'était l'opinion assez générale de mes confrères dans l'épiscopat, l'un ou l'autre me disant, comme ça, quand il m'a vu débarquer dans leur confrérie, « Mais comment vas-tu t'y prendre, toi, après tes décennies de laïcité parisienne, avec leur concordat ?» Or, c'est un fait que plus je suis allé, au fil des quelques 10 années où j'ai été évêque entre Vaugirard, plus j'ai découvert non seulement l'intérêt du concordat, mais l'ampleur de mon ignorance à son sujet, et par conséquent, la toute relative valeur de l'opinion que je pouvais en avoir. J'en suis même venu à reconnaître que le dit concordat, non seulement n'attente pas à la sacro-sainte séparation de l'Église et de l'État, mais pouvait au contraire, bel et bien, représenter une manière valable de mettre en œuvre la laïcité. Il y a eu dans ma découverte plusieurs jalons, j'en évoque quelques-uns. D'abord, j'ai réalisé que, aujourd'hui en tout cas, le régime concordataire n'est pas décrochable de ce qu'on appelle un droit local qui porte des dispositions aussi bien sur la chasse que sur les successions, le droit des successions, que aussi sur le régime de la mutuelle et de l'assistance sociale. Et je me suis rendu compte que dans tous ces domaines, les performances du régime local valaient bien celles de la France de l'intérieur. Ensuite, mes incessants déplacements sur le terrain comme évêque m'ont permis de découvrir que toute obédience politique confondue, quasiment tous les représentants parlementaires élus en Alsace, qu'ils soient députés ou sénateurs, étaient favorables à cette association d'un concordat et d'un droit local. Et puis, je n'ai pas oublié un résultat d'enquête qui m'a beaucoup frappé, c'est sondage réalisé à l'initiative de l'Institut de droit local et des DNA en 1998. J'ai appris qu'en Alsace, quasiment 9 personnes sur 10 voyaient plutôt du bien au régime concordataire. Et puis, je peux rappeler ici que dans un article publié dans Le Monde le 11 février 2012, le maire de Strasbourg de l'époque, socialiste, M. Ries, déclarait d'une part son appartenance à la France de Jaurès et simultanément son attachement aux institutions concordataires où il voyait un élément essentiel à l'identité alsacienne. Enfin, je suis en train de donner quelques éléments sur ma découverte du concordat et mon appréciation positive croissante. Enfin, j'ai relevé qu'au fur et à mesure que la dimension religieuse, à la faveur en particulier de l'évolution et de la présence croissante de l'islam, au fur et à mesure que la dimension religieuse prenait une visibilité plus grande dans l'ensemble de la société française, au fur et à mesure donc que le discours qui prétendait que le religieux devait être strictement cantonné au sanctuaire de la conscience, on a vu des parlementaires de l'intérieur, on a vu des délégations parlementaires faire le pèlerinage de l'Alsace et venir s'enquérir de ce qu'on appelait le modèle alsacien, non pas nécessairement comme un modèle à reproduire, mais comme une référence dont on pourrait s'inspirer pour les problèmes qui avaient cru entre-temps par l'importance croissante du facteur religieux, au moins à cause de l'accroissement de la présence islamique dans la société française. Donc, j'ai progressivement beaucoup appris de ma présence en Alsace, et c'est ainsi que j'ai été conduit à une appréciation positive de ce phénomène auquel j'étais étranger et sur lequel j'avais une idée non seulement très approximative, mais très largement fausse. Alors, je viens d'évoquer la manière dont j'ai découvert et progressivement apprécié le concordat alsacien-mosellan. Je n'oublie pas que la Moselle est concernée. Je vous en dis un peu plus précisément, disons,
les origines historiques et brièvement le développement. Dans l'opinion générale, tout aussi bien d'ailleurs dans l'Alsace-Moselle que dans le reste de la France, on a quasiment oublié le pluriel du mot concordat. On ne dit jamais que le concordat au singulier, et on pense toujours alors au seul concordat de Napoléon Ier, signé le 15 juillet 1801, comme vous savez. Or, il y a eu bien d'autres concordats dans l'histoire, au fond, dans plusieurs circonstances où des conflits graves surgissaient, une situation conflictuelle se développait entre Église romaine et pouvoir politique. On peut citer le concordat de Worms en 1123. Il s'agissait, ça vous rappellera des choses, de la querelle des investitures, l'intervention donc de la puissance publique dans la nomination des évêques. 1123, le concordat de Vienne en 1448 avec le Saint-Empire romain germanique, et puis encore un fameux concordat de Bologne 1516. Il faut bien le dire cependant, le résultat de négociations appelées ainsi concordat, il y en a eu plusieurs, a abouti en fait, historiquement, à une réelle sujétion, j'ose le dire, de l'Église. Avec son accord, bien entendu, puisqu'il y avait justement un concordat, l'Église se trouvait de fait dominée par la puissance politique, non pas bien entendu dans la collation des sacrements, non pas pour la conversion des cœurs, pas non plus pour, la sainteté devant Dieu, mais bel et bien dans le fonctionnement des institutions et, disons, dans le comportement de ses représentants. Il y avait une forte influence de la puissance publique. La spécificité, dans ce contexte historique plus large, l'originalité et même l'intérêt principal du concordat de 1801, celui qui nous régit ici, tiennent précisément au fait qu'il s'agit, avec ce concordat-là, il s'agit avec ce concordat de 1801, du premier concordat de l'histoire qui traduisait et promouvait une authentique séparation de l'Église et de l'État. Je cite, « Convention entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII, échangée le 23 Fructidor en 9, le 10 septembre 1801, le titre de convention traduit bien l'idée d'un accord entre deux parties qui se reconnaissent mutuellement comme partenaires habilités. On discute, les deux parties mènent ensemble une négociation argumentée et bel et bien bilatérale. Le préambule parle d'ailleurs de ce concordat-là, parle de reconnaissance mutuelle. Il y a bel et bien séparation entre les deux parties qui sont en train de négocier, entre État et religion, mais le fait religieux catholique est reconnu comme tel, pas comme religion d'État, vous vous rappelez bien, mais comme religion de la majorité des Français, est reconnu comme tel. Dans l'espace public, toute la place n'est pas tenue par la seule instance politique. Les fidèles du culte catholique sont reconnus comme des citoyens, la religion peut s'exercer dans le domaine public, elle y a sa place. Précision importante, contractée par l'empereur Napoléon Ier avec le pape Pie VII, le concordat de 1801 ne valait bien entendu au départ et de soi que pour l'Église catholique. Mais, important, par la volonté commune des pouvoirs publics d'un côté et des communautés religieuses par ailleurs concernées, ce concordat ne tarda pas à être étendu respectivement d'abord aux deux églises protestantes, la luthérienne et la catholique, implantées, comme vous savez, en Alsace depuis les débuts de la Réforme, et puis étendu aussi aux Juifs eux-mêmes très présents en Alsace de longue date et en nombre. De sorte qu'on manque l'affaire si on ne saisit pas d'emblée que le concordat napoléonien n'assurait pas une position protégée ou privilégiée à la seule Église catholique, mais de sorte aussi que les communautés religieuses à en bénéficier étaient seulement les quatre que j'ai énumérées, catholiques, luthériennes, calvinistes et juives. Ce qui veut dire que d'autres
communautés religieuses, d'autres communautés religieuses n'étaient pas concernées par ce concordat. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de musulmans à l'époque en Alsace, parce qu'il n'y avait pratiquement pas même d'orthodoxes, et qu'il y avait, à plus forte raison, pas du tout ou très peu de bouddhistes. Donc, concordat qui vaut pour plus que l'Église catholique, mais pas pour, bien entendu, l'ensemble des cultes que nous avons aujourd'hui devant nous, ou avec nous. Autre indication qui mérite d'être ajoutée et prise en compte dès le départ quand on pense concordat, autant il ne faut pas perdre de vue que le concordat n'est pas une donnée qui concernerait seulement les catholiques, autant il faut bien réaliser qu'un certain nombre de dispositions proprement concordataires, je vais en dire un mot tout à l'heure, puis je terminerai là-dessus, ne se vérifient pas seulement en Alsace. Se vérifient, du moins pour ceux qui en bénéficient, pas seulement en Alsace, mais se rencontrent également dans un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas. Je donnerai des précisions sur un certain nombre de ces dispositions qui se vérifient ailleurs. Mais ça veut dire que ce qui apparaît comme une anomalie plus ou moins retardataire par rapport au regard français général, par rapport à la situation française générale, change de signe quand on le considère à partir de ce qui vaut dans d'autres pays voisins. Et il ne faut pas presser beaucoup les choses pour se rendre compte que l'exception, si exceptionnelle il y a, elle est peut-être autant du côté de la France par rapport à un certain nombre d'autres États européens que du côté de l'Alsace, qui rejoint, pour un certain nombre des fonctionnements de ces communautés religieuses, des fonctionnements qui sont aussi vérifiés ailleurs. Alors, comment voulez-vous que la province frontalière qu'est l'Alsace et la capitale européenne qu'est Strasbourg soient restés totalement indifférents à cet environnement qui leur permettait de vérifier qu'un certain nombre de dispositions de leur concordat se vérifiaient, peut-être pas dans la France de l'intérieur, mais dans l'environnement européen immédiat. Alors, quitte à résumer beaucoup, je dois ajouter toujours au titre de ce survol historique que si le concordat napoléonien vaut toujours en Alsace, le concordat napoléonien ne vaut toujours que parce que la dénonciation qui en a été faite unilatéralement par l'État français en 1905 n'a pas pu s'appliquer à ce territoire alsacien-mosellan parce qu'il était à l'époque sous domination allemande depuis 1870. Et donc, parce qu'au moment de son retour, ce territoire à la France, on a tout de même estimé difficile d'ôter aux Alsaciens lorrains ce que l'ennemi leur avait conservé. De sorte qu'on peut dire, je termine mon survol historique à 10 000, on peut dire que cette portion du territoire français, sur cette portion, le concordat napoléonien a bel et bien survécu au total à 2 siècles, à 2 guerres mondiales, dont d'ailleurs les 2 ont été très efficientes en Alsace-Lorraine, et à 8 régimes politiques. Ne me demande pas de les énumérer, il faut que j'avance. Alors pour avancer, après ce survol historique, je vais évoquer quelques dispositions et quelques fonctionnements de ce système concordataire dont je viens de survoler l'histoire. Pratiquement, je retiendrai 3 dispositions qui sont caractéristiques de ce régime concordataire. Le traitement des ministres du culte, le statut scolaire et les relations avec la puissance publique. Le traitement des ministres du culte, c'est d'ailleurs souvent la seule disposition qu'en général on retient quand, à propos de l'Alsace, on évoque le concordat en dehors justement de l'Alsace. Sur ce point, il faut commencer par rappeler ce qu'on fait très très rarement, qu'il y a eu là originellement, rétribution des ministres du culte, originellement en tout cas, l'idée d'apporter une compensation à la confiscation, à la nationalisation des biens ecclésiastiques à la suite de la Révolution française. Mais il faut surtout souligner, au-delà de cet élément qui n'est pas négligeable, bien entendu, il faut surtout souligner que toute la question est ici de savoir si, oui ou non, les ministres des cultes apportent à leurs fidèles
et plus largement à la société dont ceux-ci sont eux-mêmes membres, des services à la fois spécifiques, importants, voire vitaux, et appréciés par ceux qui en sont les bénéficiaires. Là où c'est le cas, services fondamentaux, reconnus comme tels, spécifiques, là où c'est le cas, on ne s'étonnera pas qu'on ait donné les moyens à ces ministres de se rendre aussi utiles qu'on estime les souhaiter. Alors, quand on pense qu'effectivement ces caractéristiques-là sont vérifiées, on comprend qu'on ait donné à ces ministres les moyens de se former et de se consacrer entièrement aux tâches spécifiques qui sont les leurs et de n'être pas en la nécessité de devoir aussi s'adonner à des tâches d'un autre ordre qui les retireraient à leur mission première. D'ailleurs, restons une minute encore sur cette première disposition, il faut en finir avec l'idée qu'il y aurait dans cette rétribution des ministres du culte la source de dépenses quasi insupportables à la communauté nationale. Lors de l'avant-dernière campagne présidentielle, Jean-Marie Wörling, président de l'Institut de droit local, rappelait en février 2012 que ce soi-disant coût exorbitant du Concordat était en réalité situé à la hauteur de 58 millions d'euros par an, mais qu'on relativiserait notablement les choses si on remarquait que dans le même temps, le même État subventionne le Palais Garnier, subventionne plus largement l'Opéra de Paris à 580 millions d'euros, ce qui est 10 fois plus, alors que 99% des Français n'y mettront jamais les pieds. Et je signale que le journaliste de DNA, Jacques Fortier, a calculé que, pour sa part, que cette somme représente 0,015% des dépenses de l'État français. Ne peut-on pas régler toute la question des salaires des ministres du culte, mais je vous livre quelques éléments qui peuvent expliquer qu'il soit pratiqué ainsi entre Vosges et Reims. Deuxième chose, le statut scolaire. À strictement parler, l'intégration ou l'assimilation de ce point, le statut scolaire, au régime concordataire pourrait être contestée car il s'agit plutôt d'une survivance, non pas directement du Concordat, mais de la loi Fallou, datée du 15 mars 1850. L'assimilation vient de ce que, lors de l'annexion allemande, cette loi Fallou, qui concernait donc l'enseignement religieux, cette loi n'a pas été davantage abrogée en Alsace-Moselle que ne l'a été le Concordat, d'où l'assimilation. Alors, quoi qu'il en soit de ce point, cette loi tient en deux dispositions, qui sont d'ailleurs articulées l'une à l'autre. 1. L'obligation de l'enseignement religieux sauf demande expresse de dispense, et 2, la rétribution et le statut des professeurs de religion qui assurent cet enseignement. De nouveau, est posée là une question de fond, comme tout à l'heure à propos des ministres du culte, et qui est celle de savoir s'il y a là une atteinte à la laïcité et qui contreviendrait à la volonté de la majorité des personnes concernées. Il s'imposerait bien entendu de répondre oui, il y a une atteinte à la laïcité si l'obligation en question concernait les élèves eux-mêmes, leur imposant de s'inscrire, leur imposant de participer contre leur gré ou contre le choix de leurs parents à un enseignement qu'ils devraient suivre obligatoirement. Ou bien s'il était imposé à tout enseignant de l'enseignement public d'être disponible pour un tel enseignement. Mais ce n'est pas du tout cela qui se vérifie, qui serait à l'évidence, encore une fois, une contravention à la laïcité, car l'obligation en question, enseignement religieux, ne concerne ni les enseignés qui devraient obligatoirement le fréquenter, ni les enseignants qui devraient éventuellement être disponibles pour le donner, mais la programmation dans les différents instituts. Ce sont les établissements scolaires qui sont tenus d'organiser un enseignement religieux si un certain quantum de demande est vérifié, quantum suffisant, et si, en sauvegardant la possibilité, évidemment, de dispense. On peut
argumenter mutatis mutandis comme à propos des ministres du culte, oui ou non, est-ce qu'on est prêt à faire l'hypothèse que puisse exister dans l'être humain une dimension spirituelle, religieuse, pas nécessairement spirituelle? Est-ce qu'on considère qu'il ne revient pas à l'État, qui en reconnaîtrait par hypothèse pourtant l'importance, de l'assurer? Il convient donc qu'il recourt à des collaborations, quitte à en vérifier les conditions d'exercice, et qu'ainsi soit proposé un enseignement de la religion, des religions, à ceux qui veulent bien le fréquenter. Troisième et dernier point, des dispositions testamentaires. Il faudrait nuancer tout ça, bien entendu. Je pense que ceux qui viendront après moi auront aussi beaucoup de choses importantes à dire. C'est les relations et la collaboration avec la puissance publique. Je dirais volontiers ici que grâce au fonctionnement concret du régime concordataire, les deux types de partenaires qu'il met en rapport, à savoir donc les représentants de la puissance publique et puis ceux des cultes de l'autre, ça leur permet de ne voir les uns et les autres et de ne mettre les uns et les autres aucune opposition entre séparation, de toute manière souhaitable et vérifiée, et reconnaissance. On peut dire que la reconnaissance est ici, reconnaissance des cultes en l'occurrence, est ici la reconnaissance de l'autre comme autre, et donc comme séparé, donc comme pouvant se voir reconnaître sa propre légitimité. Le type même et le style des rencontres, à la fois théoriquement possibles et effectivement pratiquées, sont ici très révélatrices. Que l'évêque soit invité par le préfet ou le curé par le maire à telle manifestation officielle, ou qu'il soit l'un et l'autre, informé, consulté, associé sur tel ou tel point de la vie publique, ne risquera pas d'être interprété comme une concession, comme une compromission, et à plus forte raison comme une marque d'allégeance. Bien plutôt, ce sera compris comme une manière opportune, adéquate, potentiellement précieuse de faire se rencontrer, communiquer des instances qui sont capables de parler entre elles, de se reconnaître les unes les autres, mais qui sont désireuses à la fois d'échanger leur point de vue et d'aider ceux qui se réclament de leurs responsabilités à les échanger aussi avec les autres. On pourrait donner un certain nombre d'applications très concrètes. Je cite un exemple qui me tient à cœur, et puis j'évoque une grande manifestation qui nous a réunis de manière significative tous les trois. Presque anecdotique. Je suis dans mon bureau un soir à l'archevêché, et le secrétariat se précipite pour me dire coup de téléphone de monsieur le préfet. Bon, passez-moi, monsieur le préfet. Et le préfet me dit, téléphone, Monseigneur, je vais vous annoncer une mesure qui ne va pas vous faire plaisir. Le gouvernement, voulant donner des gages, vous rappelez ça, voulant donner des gages à la communauté juive, spécialement éprouvée, nous avons porté l'épreuve ensemble, veut donner des gages, et parmi les signes dans l'ensemble de la France qui ont été retenus, il y aurait la suppression de la Zehnerglock, c'est-à-dire de la sonnerie de 10 heures dans la cathédrale de Strasbourg. Alors je vous en informe, mais voilà. Je dis, mais monsieur le préfet, accordez-moi un moment, enfin, vous ne pouvez pas aller aussi rapidement à la suppression d'un symbole qui ne symbolise pas ce dont l'autorité parisienne le fait porteur. Ce n'est pas du tout le signe de l'exclusion des Juifs de la ville de Strasbourg, cette cloche. Il y a un signe pour ça. Et bien entendu, il ne mérite pas d'exister, mais ça, c'est la manifestation de la clôture de la soirée, et puis la fermeture, et le couvre-feu, voilà. Et quand j'invitais, moi, des gens chez moi, j'ouvrais les fenêtres à 10 heures du soir, on prenait le crément, et puis je disais, voilà. Et je dis, monsieur le préfet, il ne faut pas faire ça. Il me dit, mais écoutez, je dis, donnez-moi un petit moment, vous aurez demain sur votre bureau un petit rapport vous expliquant ce que c'est que la Zehnerglock. M'accordez ? Le papier était sur son bureau, et évidemment, la Zehnerglock fonctionne toujours. Voilà,
le préfet n'a pas fait allégeance à l'évêque. Moi, je n'ai pas manifesté ma volonté de puissance à l'égard du préfet, je l'ai informé. Il a pris ses responsabilités. Et à partir de ce moment-là, nous avions l'un et l'autre les portables de l'un et de l'autre. Et quand il y a eu ces atroces manifestations, profanation des cimetières juifs, là aussi, nous sommes allés ensemble, vous et moi, dans votre voiture. Oui. Évidemment, lorsque nous avons débarqué sur le terrain, il n'était pas question de dire que, je pense que c'était les cathos qui avaient fait ça, ou les protestants contre les juifs. C'était un très beau signe. Bref, vous voyez, ce type de rapport, ce type de contact, ce type d'échange, ce type de communication un peu spontanée, à contrôler quand même, permet beaucoup de choses. Quand la municipalité de Strasbourg, en 1998, début, j'arrivais en Alsace, s'est trouvée saisie par une communauté musulmane de la demande de construire une grande mosquée à Strasbourg, la municipalité n'a dit ni oui ni non, elle s'est retournée vers nous, qui nous sommes rencontrés, avons rédigé un communiqué qui a été remis à la municipalité. Et ça a été déterminant. Nous étions tous les trois signataires. Nous étions même quatre, parce qu'à l'époque, il y avait aussi... Voilà. Et puis, nous étions tous les trois à l'inauguration. C'est vous, monsieur le grand rabbin, qui nous représentiez d'ailleurs à l'inauguration. Bon, bien ça, c'est des choses que nous avons vécues en Alsace et que le Concordat, tel qu'il nous a été donné de le vivre, et je veux dire toute ma reconnaissance à ces deux collègues qui siègent avec moi à cette table, je suis heureux d'avoir fait cette découverte, cette expérience et reçu cet enrichissement à propos du Concordat à l'occasion de mon service en Alsace. Je vous remercie de votre attention.